Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal 19h01. Merci de votre fidélité. Nous serons ce soir accompagnés de Jean-Denis Larose. Bonsoir. Bonsoir. Le secrétaire général de la CEMA reviendra avec nous sur les vœux formulés par le président ce matin ainsi que le bilan de la CEMA. Ce sera bien évidemment juste après les titres de la journée. Plus de transparence pour les politiques, la préfecture vient d'informer les conseillers généraux dont le mandat s'achève qu'ils doivent déposer une déclaration de leur situation patrimoniale auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Après examen des dossiers, ces patrimoines seront rendus publics. Qu'en pensez-vous ? La présentation des vœux officiels continue dans les différentes institutions de Mayotte. Ce matin, c'était au tour du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Omar Doundi, l'occasion pour lui de faire un bilan des actions menées en 2014 et de présenter les objectifs de la Chambre pour l'année à venir. Et puis la bande dessinée pour comprendre l'histoire, voilà le challenge des professeurs d'histoire-géographie à Mayotte. 4 établissements scolaires ont reçu ou vont recevoir la visite du célèbre auteur de bande dessinée Apollo. Au programme échange et analyse entre l'auteur et les lycéens, ça se passait ce matin du côté de l'établissement de Younoussa Bamana. Plus de transparence dans la vie publique, voilà ce que vise un décret entré en vigueur en décembre 2013 suite à l'affaire Cahuzac. Désormais, ministres, députés et élus locaux sont dans l'obligation de remplir une déclaration de patrimoine. Aujourd'hui, c'est le président du Conseil général, Daniel Zaidani, qui doit se plier à la règle et ce, avant la fin de son mandat. Alors, que contient cette déclaration et où pourra-t-on la consulter? Camille Oka nous donne toutes ces précisions. À combien est estimé le patrimoine du président du Conseil général? La réponse sera bientôt connue de tous, car Daniel Zaidani va devoir déposer une déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Au plus tard, le 22 février prochain. Et le document à remplir est assez exhaustif. S'il y a lieu, le président va devoir déclarer les valeurs de ses biens immobiliers et de ses entreprises. Côté finances, il lui faut apporter le détail de ses éventuels portefeuilles d'actions ou assurance vie, ou encore de ses comptes courants et épargne, ou même de ses dettes. Mais ce n'est pas tout, l'estimation de ses biens mobiliers ou de ses véhicules est aussi exigée. Enfin, Daniel Zaidani devra aussi déclarer l'ensemble des revenus perçus au cours de son mandat. Cette déclaration ne concerne pas seulement le patrimoine détenu sur le territoire français. Les élus sont aussi tenus de déclarer leurs biens immobiliers, mobiliers et comptes détenus à l'étranger. Attention toutefois aux erreurs et aux oublis. Une déclaration non complète ou des estimations mensongères peuvent être sanctionnées par 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Après vérification, tout le contenu du document sera publié et accessible à tous sur le site de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Et cette nouvelle n'a donc pas encore été commentée par les premiers concernés, mais cette information ne vous laisse pas indifférent. Nos élus qui doivent se soumettre à plus de transparence, qu'en pensez-vous? Shakila Issouf vous a posé la question. C'est une bonne chose parce que quand on fait le choix d'être une personnalité publique, on se doit d'être transparent envers ses administrés tout simplement. C'est légitime qu'on le sache. C'est possible qu'ils gagnent beaucoup et ils ont une maison ailleurs ou à l'étranger et nous, on est là, on est de bêtes, on est de couillons, on ne sait rien. Je crois qu'il y en a qui prennent, mais qui ne voudront pas déclarer parce qu'ils ne sauront pas comment les déclarer. Moi je trouve que c'est une bonne idée que tout le monde, qu'on sache qui appartient à qui appartient à qui. C'est comme ça qu'on va connaître le voleur, eux qui ont volé et qui n'ont pas volé. Dans l'actualité également, le maire de Mamoudzou qui a présenté ses vœux à l'ensemble des Mahorais cet après-midi, une cérémonie très animée qui a débuté avec des chants traditionnels. Ils étaient nombreux à avoir répondu
présents, plus d'une centaine de personnes réunies devant la mairie du chef-lieu pour recevoir les vœux du maire. Reportage de Shakil Issouf et Leslie Vimenet. Ambiance locale pour débuter cette cérémonie des vœux du maire de Mamoudzou, Majani Mohamed. Devant le parvis de la mairie, le maire du chef-lieu a réuni l'ensemble des représentants de l'île. Les invités ont pu apprécier les chants du débat et la danse du Shigoma. L'année 2015 est l'année du travail et des défis avec l'application du droit commun. Le maire tient à rassurer ses administrés en leur demandant d'être patients car après 10 mois où son équipe a été mise en place, de nombreux chantiers ont été lancés et sont en cours de finition. Notre envie c'est de construire Mamoudzou parce que sans Mamoudzou, Mayotte ne peut pas se retrouver. Donc il n'y a pas qu'un projet qui est plus important par rapport à un autre, mais tout est plus important. Mais la priorité, c'est la sécurité et l'insalubrité. Mais bon, ce que je peux dire à ceux qui disent qu'on les a oubliés, c'est d'avoir espoir, d'être patient et tout viendra. Dans son discours, le maire du chef-lieu a tenu à faire un bilan de ce qu'il a réalisé depuis son élection avec son équipe. Les événements violents entre les jeunes de Kawini et Majikavo ont été évoqués. La sécurité doit être favorisée par un meilleur cadre de vie. L'insalubrité, l'éducation, la jeunesse et la sécurité restent des priorités pour cette nouvelle majorité qui semble vouloir animer le chef-lieu en valorisant la tradition et la culture locale. Puis vous l'avez vu, de nombreux administrés ont été également récompensés lors de ces vœux et décidément c'est le marathon puisque un peu plus tôt le président de la CMA a également présenté ses vœux pour l'année 2015 face au préfet ou encore au président du Conseil général. Ils étaient nombreux, les officiels, à avoir fait le déplacement, un déplacement important puisqu'il était question du bilan de l'année 2014 et des perspectives pour l'année 2015. Les images sont signées à Bassaliti. Professionnels, représentants de la préfecture ou du conseil général, ainsi que personnel de la chambre des métiers et de l'artisanat, tous étaient réunis ce matin pour assister aux vœux du président. Plus de formations proposées et plus d'accompagnement à la création d'entreprises, le bilan 2014 de la Chambre est présenté comme positif, et ce, malgré des difficultés financières. Pour 2015, Omar Djoundi veut continuer sur sa lancée. Les grandes lignes de 2015, c'est de continuer les actions menées par l'ensemble de la Chambre de métier sur les écoles de boucherie, l'UREMA, la création de l'UREMA, ainsi de suite, et l'ouverture de la pépinière d'entreprise aussi. Je crois que c'est très important. Et des formations aussi au niveau des taxis, au niveau des artisans, en bâtiment, au niveau des artisans, dans tous les secteurs. Présent dans l'Assemblée, Daniel Zaidani, président du Conseil général, il a renouvelé le soutien de la collectivité aux actions de la CMA, car pour lui, les métiers de l'artisanat sont très porteurs pour le développement économique de Mayotte. Le Conseil général, plus que jamais, est aux côtés des artisans, puisque, ne l'oublions pas, les artisans restent à Mayotte le premier recruteur de l'île, dans la mesure où ces artisans créent leur activité, rendent des services auprès de la population et permet justement de réguler un petit peu ce chômage qui est fort. C'est notre manière à nous de les accompagner. Dossier à suivre de très près en 2015, celui de la création d'une université régionale des métiers de l'artisanat pour la région Océan Indien. Encore figé au stade de pourparlers, le projet pourrait vraiment aider au développement des vocations chez les jeunes Mahorais. Et on en parle avec le secrétaire général de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Jean-Denis Larose. La Chambre, c'est une chambre qui marche, peut-être l'une des seules à Mayotte. Bon, je ne sais pas, disons que nous faisons notre métier
et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc oui, on est fiers de ce qu'on fait, même s'il y a des difficultés. Le président l'a dit, vous l'avez dit dans le reportage, des difficultés concernant le financement de la Chambre, mais ce n'est pas que la Chambre de métier, et ce n'est pas qu'à Mayotte, c'est dans tout le secteur consulaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette année 2014 ? Ce qu'il faut retenir de l'année 2014, c'est d'abord des résultats en demi-teinte concernant la création d'entreprises, puisque en solde net, il y a eu seulement 15 entreprises artisanales supplémentaires en 2014. Donc ça prouve les difficultés que rencontrent les artisans et les futurs artisans, puisque en création, il y a plus de 200 créations, mais elles sont malheureusement revues à la baisse et compensées par des radiations. Donc ça, c'est un élément essentiel. Deuxième élément, c'est le développement de la formation, que ce soit la formation continue, mais surtout pour la première année, la formation initiale, donc avec l'école des métiers, où nous avons de très bons résultats pour l'instant. Donc le président du Conseil général l'a dit, il faut continuer, il faut persévérer, c'est une année expérimentale, on va développer ça cette année avec les appuis du Conseil général, mais aussi de l'État, puisque nous allons ouvrir dans les prochaines semaines des salles complémentaires dans nos centres de formation. Aujourd'hui, la CMA, on va dire, n'est plus à présenter. On l'a vu notamment avec les vœux de ce matin, avec ce panel de personnalités, qui soient du monde des entreprises ou même politiques. Quels sont, par rapport à ça, les objectifs et les partenariats qui doivent encore être mis en place pour 2015 ? Alors, je crois que tout le monde est conscient de l'importance de l'artisanat, surtout dans un département d'outre-mer comme Mayotte, puisque d'abord ce sont des métiers porteurs, l'artisanat, on trouve des métiers porteurs, chacun peut vivre à son rythme, peut créer son emploi, ça c'est tout à fait intéressant. Donc tout le monde est conscient de ça, maintenant il faut peut-être mieux le structurer, c'est-à-dire que nous sommes, nous, demandeurs de plans triennaux, de plans quinquennaux, pour avoir une meilleure visibilité sur nos actions, parce que c'est difficile de dire, eh bien, cette année on va faire telle action, sans savoir que l'année suivante on pourra la pérenniser ou la développer. Donc ça c'est important d'avoir une visibilité à moyen terme au moins. Mis à part le problème financier, quelles sont les difficultés que rencontrent tous ces professionnels du milieu de l'artisanat généralement ? D'abord, vous l'avez dit, les difficultés financières, ça c'est vraiment important, les problèmes de trésorerie dans les entreprises, la mise aux normes, donc les normes européennes qui arrivent de plus en plus, y compris au moment de la création des entreprises, puisqu'aujourd'hui on a un développement des professions réglementées, et pour pouvoir devenir artisan, eh bien, il va falloir aujourd'hui des diplômes qui n'étaient pas forcément exigés. Auparavant, on avait des diplômes obligatoires, par exemple dans la coiffure, eh bien aujourd'hui on les a dans plusieurs autres métier. Aujourd'hui, la CMA, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que quand on entend parler des bouchers, on pense à la CMA. Quand on entend parler des artisans taxis, on pense à la CMA, aux coiffeuses également. Sauf qu'on voit aussi sur le terrain que toutes ces filières-là ont déjà, on va dire, plusieurs syndicats, ont déjà plusieurs représentants. Comment vous positionnez par rapport à tous ces petits univers? Donc, en fait, la chambre de métier, elle est le représentant de l'ensemble des artisans d'un département ou d'une région auprès des pouvoirs publics. Donc, qu'ils soient locaux, donc dans les départements, c'est les conseils généraux, régionaux, et puis au niveau national, on a la PCMA qui nous représente. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un regroupement des chambres de métier. Les chambres départementales deviennent souvent des sections qui se regroupent au profit de chambres régionales et qui sont, elles, représentées au niveau national par la PCMA. Nous, à Mayotte, on est une région monodépartement, donc on est à la fois chambre départementale et chambre de région, donc en fait on est devenu une chambre de région. Les syndicats, eux, représentent des intérêts catégoriels. Donc les syndicats de taxi, il y en a plusieurs, chacun va représenter les intérêts d'un groupe de taxis, des intérêts qui peuvent être différents selon les syndicats. Voilà, nous on est au-dessus, on travaille avec les syndicats, c'est important qu'il y ait des syndicats parce que ce sont nos interlocuteurs, on aide les syndicats, c'est plus facile de travailler avec des syndicats qu'avec un nombre important de ressortissants, mais on n'a pas les mêmes buts. Justement, par rapport à cette question donc, des artisans taxis, on a l'impression que l'année 2015 est assez difficile pour tous ces professionnels. On l'a vu en début d'année avec ce manque de taxis. On le voit parfois en petit air donc avec ces taxis clandestins qui se développent de plus en plus. On ne sait
plus vraiment où est-ce qu'ils en sont et où est-ce que du coup nous, clients, nous en sommes. Alors c'est vrai, concernant la formation des taxis, elle a été faite donc, grâce à des fonds de la DIACT, hein, donc des fonds de l'État. Aujourd'hui les taxis sont conscients qu'ils ont un rôle important à jouer. Alors ensuite il y a tout un tas d'éléments à prendre en considération. Si on prend la Petite Terre par exemple, c'est l'aéroport. Donc effectivement il y a parfois des problèmes quand des avions arrivent en retard, il y a des problèmes de file d'attente. Voilà. Mais c'est aussi une éducation des passagers. Hein, la Chambre de métier aide, on a mis 4 facilitateurs au cours de l'année. Bon là l'opération est en fin de course, mais voilà, il faut aussi qu'il y ait une discipline que les passagers par exemple qui sortent de l'aéroport eh bien, aillent en tête de file. Bon. Ensuite il y a les problèmes réglementaires. Aujourd'hui un taxi il attend d'avoir 4 passagers pour partir parce que le client il ne veut pas payer 5,60 € pour prendre de taxi. En métropole ça n'existe pas. Donc il faut aussi qu'il y ait une évolution. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un contrôle. Donc, il y a un projet d'entête lumineuse pour les taxis. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet et ce n'est pas réalisé. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va encore devoir attendre avant d'être aux normes, on va dire, au niveau de ce transport. Oui, et puis c'est une volonté aussi politique. Est-ce qu'on peut appliquer les textes exactement comme en métropole? Si on reprend par exemple la sectorisation, ça voudrait dire qu'un taximan inscrit à Sada pourrait déposer des passagers à Mamoudzou, mais ne pourrait pas charger des passagers à Mamoudzou pour repartir à Sada. Donc vous voyez, il y a un environnement à prendre en considération qui n'est pas facile. Voilà. Et puis, il y a aussi les problèmes de circulation. L'autre jour, on a reçu un taxi qui a mis 1h20 pour faire Kawini, Chambre de métier. Bah, pendant 1h20, il est dans sa voiture avec 4 passagers. Et bah, il va gagner 5,60 € et c'est tout. Donc parfois, on peut se demander s'ils ont intérêt à travailler. La priorité pour la CMA en 2015? La priorité pour la CMA en 2015, il y en a plusieurs. D'abord, c'est la formation. Parce que il faut absolument que les artisans soient tirés vers le haut. Il faut que les artisans se forment aux nouvelles techniques. Il faut que les artisans se forment à la gestion tout simplement. Et puis, il faut qu'il y ait de nouveaux artisans. Et les nouveaux artisans, ce sont nos jeunes qu'on ne peut pas laisser indéfiniment dans la rue, sans débouchés, sans métier. Donc c'est à nous aussi à leur proposer des métiers pour lesquels il y a de l'emploi au bout. Et non pas seulement des formations, et puis à la fin de la formation, on dit il n'y a rien, tu repasses dans une autre formation, etc. Il faut être pragmatique. Voilà. Merci beaucoup Jean-Denis Rarros d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. On vous l'annonçait la semaine dernière, le dernier numéro de Charlie Hebdo devait arriver normalement au début de semaine dans les points de vente habituels sur l'île. Pour le moment, toujours rien. Et ce qu'on peut dire, c'est que les fournisseurs sont plutôt discrets sur la question. En attendant, à La Réunion, le numéro des survivants est arrivé. Et ce qu'on peut dire, c'est que le succès est au rendez-vous, comme le confirme ce reportage de nos confrères d'Antenne Réunion. C'est arrivé? Oui, bien sûr. Ah, c'est un événement. Premier client a acheté le nouveau Charlie Hebdo à La Réunion. Après plusieurs jours d'attente, Roger se réjouit d'avoir enfin le journal satirique entre ses mains. Devant la maison de la presse au Barachois, les affiches sont accrochées. À l'intérieur, il n'y a pas foule, mais certains lecteurs sont pressés de se procurer le numéro historique. Je veux marquer ma solidarité. C'était très compliqué de participer au mouvement national, donc je suis très heureuse de le faire à travers l'achat d'un Charlie, et de 2 en l'occurrence. Pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est la liberté et puis c'est aussi la laïcité. Ouais, et à La Réunion, je pense que c'est important de soutenir ce genre de journal et de position. 500 pièces arrivées ici pour plus de 600 réservations. Nous avons des listes d'attente qui sont supérieures à notre livraison, donc on aura du mal à les mettre à disposition du public s'il ne les a pas réservés aujourd'hui. Alors forcément, il y a des déçus. Ah non. Bah non, les métropoles, on ne peut pas réserver. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner aujourd'hui. Vous aurez demain ou après-demain, j'ai d'autres livraisons. On ne sera plus à Saint-Denis, c'est pas possible d'en avoir un? Non, parce que là, j'ai juste pour aller... J'ai même pas assez pour mes réservations. On peut en trouver nulle part. Voilà, donc je suis déçu, oui. Voilà, mais après, j'espère l'avoir dans quelques jours. Merci. À Saint-Gilles, pas de cohue, mais de nombreux impatients. Parmi les clients, beaucoup n'ont jamais lu le journal.
Des gens de métropole, on n'a pas réussi à l'avoir. On m'a téléphoné, donc c'est fou quand même. En métropole, c'est parti très vite. Donc j'en ai un pour elle, un pour moi. Je pense que c'est comme il dit, c'est celui des survivants. Et moi, c'est juste pour regarder la couverture, quoi. C'est plus, je vais dire, c'est plus pour marquer le coup. Cette librairie des Roches Noires vend habituellement 6 exemplaires de Charlie Hebdo par semaine. Ces prochains jours, elle devrait en écouler plus de 500. Lors des prochaines élections départementales, un nouveau parti qui devrait attirer l'attention avec un prétendant, Karim Ali Abdou, ancien patron de la police municipale et actuel chargé de mission à la sécurité des biens et des personnes à la mairie du chef-lieu. Il se lance au sein d'un nouveau parti politique, le LPA, pour la politique autrement. Écoutez plutôt les représentants de ce parti qui s'expriment au micro de Shakila Issouf. Le LPA, c'est la politique autrement, c'est-à-dire que c'est un parti qui veut se démarquer des autres et ne faire abstraction de la droite et de gauche. Et c'est aussi un endroit où on espère que toutes les cultures et toutes les générations puissent venir pour pouvoir faire avancer Mayotte et construire Mayotte vraiment. Nous constatons très bien que les choses n'avancent pas à Mayotte. On a besoin de faire changer les choses et faire évoluer et avancer et construire en même temps Mayotte. Et on a jugé utile de s'unir avec le groupe LPA Réunion et en même temps de travailler en étroite collaboration avec toute personne qui réside sur le territoire de Mayotte. Et ensemble, nous pourrons changer les choses ici et construire en même temps Mayotte. Voilà, il y aura donc du match du côté de Mamoudzou pour ces cantonales dans 2 mois, on le rappelle. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un point du côté de l'actualité en bref dans votre journal. Le gouvernement qui planche actuellement sur la loi Macron a souhaité appliquer à Mayotte le dispositif adulte relais dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce programme encadre des interventions de proximité dans les zones urbaines sensibles et les territoires prioritaires des contrats urbains de cohésion sociale. Il vise à renforcer le lien social et à favoriser le règlement des conflits dans la vie quotidienne par le biais de la médiation. L'attribution de postes d'adultes relais est formalisée par une convention entre l'État et les organismes susceptibles de bénéficier du dispositif, comme les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération ou encore les établissements publics de santé. Une grève des médecins urgentistes généralistes ou spécialistes a touché le territoire national en fin d'année. Les revendications portaient sur la limitation du nombre d'heures de travail aux urgences ou encore la revalorisation du prix des consultations. Mayotte n'avait pas été impactée, mais le mouvement pourrait bientôt atteindre l'île. Le principal syndicat de médecins généralistes a annoncé une nouvelle journée de grève le 5 février. À Mayotte, les discussions vont bon train. Le SNUPP qui revient d'une visite au ministère de l'Outre-mer où le secrétaire départemental a pu rencontrer Sylvie Espessier, fraîchement nommée pour discuter des constructions scolaires, sollicite aujourd'hui une présentation du plan d'urgence de construction des écoles de Mayotte sur la période 2014-2020, ainsi que du plan spécifique de rénovation des écoles du premier degré. Car si l'État évoque souvent ce plan, le syndicat doute de son existence et souhaite que les documents soient rendus publics. La balle est désormais dans le camp du préfet. On en vient à cette initiative. Le projet s'intitule La Grande Guerre au miroir de la bande dessinée. Il s'agit d'étudier à l'occasion de l'anniversaire de la Première Guerre mondiale les causes et les répercussions qui sont succédées après cet événement majeur de notre histoire avec un grand H. Et ce, grâce à la bande dessinée. Regardez plutôt ces images signées Abbas Alidi. La grippe coloniale raconte l'histoire de Grodin, Évariste, Camille et Voltaire. 4 Réunionnais, vétérans de la Grande Guerre. De retour sur l'île Bourbon, le quotidien devient difficile. Ils sont atteints de la tristement célèbre grippe espagnole. L'histoire évoque les traumatismes physiques et psychologiques. De plus, la proximité des personnages avec Mayotte rend plus tangible la compréhension de l'histoire avec un grand H. C'était intéressant parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas l'envie de lire des BD.
Mais à partir, quand on a commencé à lire les BD, je me suis rendu compte que c'est intéressant de voir des choses nouvelles et de lire. Parce que surtout, on en a besoin pour le bac qui va arriver. Ça m'a plu parce que j'ai un peu su ce que vivent les gens quand ils reviennent de la guerre. Une initiative rendue possible grâce à l'implication des professeurs d'histoire-géographie. Je suis moi-même fan de bande dessinée et que ça me faisait beaucoup plaisir de partager ça avec les élèves. Et à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, je voulais rendre ça plus agréable et plus accessible aux élèves. Et donc je pensais qu'à travers la bande dessinée, c'était un bon moyen de découvrir d'une manière un peu originale un événement qui est difficile, complexe et très lointain, parce que ça fait 100 ans que ça s'est déroulé. Ouverture culturelle et artistique, lecture de l'image fixe, échange et partage. Les objectifs de ces ateliers sont nombreux. Pour Apollo, le scénariste de bande dessinée, ces échanges sont l'occasion de se réapproprier un travail. Les élèves ont lu ma bande dessinée, que je réponds à leurs questions, je leur présente un petit peu mon travail, c'est au contraire assez intéressant. Ces échanges sont donc organisés dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le support de la BD est une manière plus abordable de traiter et d'analyser la spécificité de cette première guerre d'un genre nouveau. Les échanges entre Apollo et les lycéens, eux, se poursuivront demain au lycée de Karani, puis à celui de Sada. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Denis Larose de nous avoir accompagnés tout au long de ce journal. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Vincent. Nous, on se retrouve donc pour un nouveau journal à 19 h. Dans quelques instants, ce sera la météo d'Ornella Périne, suivi du journal en maoré et du temps de parole. Excellente soirée sur KTV Kwaheri.